Bonjour. Le Midi de Mix présente Covid 1984. C'est une simple question de temps. Un avenir à prendre. De vivaces et splendides hallucinations. J'ai eu un rêve qui questionne les modèles dominants. Covid 1984. Pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother, les 2 minutes de haine et tout le reste de leur foutu baliverne? L'enjeu n'est pas d'obéir à Big Brother. L'enjeu est d'aimer Big Brother. Covid 1984. On est tous embarqués dans la même histoire. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Le moment est maintenant venu de réfléchir sur l'avenir de l'homme et de notre société. Sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire des mouvements de résistance, sur l'histoire des mouvements qui contestent quelque chose qui nous est imposé. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Pour bâtir une sorte de compréhension collective, une sorte de mémoire politique pour garder des traces. Covid 1984. Feuilleton radiophonique, création sonore. Réalisé par le ministère de l'Amour. Épisode 9. À l'usure. Mais le reste de son histoire valait d'être écrit. Il continua. Je tournai le bouton de la lampe. Quand je la vis en pleine lumière, après l'obscurité, la faible lumière de la lampe à pétrole avait paru très brillante. Pour la première fois, il avait pu voir la femme distinctement. Il s'était avancé d'un pas vers elle, puis s'était arrêté, plein de convoitise et de terreur. Il était douloureusement conscient du risque qu'il courait en venant là. Il était parfaitement possible que les policiers le cueillent à la sortie. À bien y penser, ils étaient peut-être en ce moment en train de l'attendre de l'autre côté de la porte. S'il s'en allait, sans même faire ce qu'il était venu faire. S'il y a un espoir, écrivait Winston, il réside chez les prolétaires. S'il y avait un espoir, il devait en effet se trouver chez les prolétaires. Car là seulement, dans ces fourmillantes masses dédaignées, 85% de la population de l'Océania, pourrait naître la force qui détruirait le parti. Le parti prétendait naturellement avoir délivré les prolétaires de l'esclavage. Avant la Révolution, ils étaient hideusement opprimés par les capitalistes. Ils étaient affamés. Les femmes étaient obligées de travailler dans des mines de charbon. Les femmes d'ailleurs travaillaient encore dans des mines de charbon. Les enfants étaient vendus aux usines à l'âge de 6 ans. Mais en même temps que ces déclarations, en vertu des principes de la double pensée, le parti enseignait que les prolétaires étaient des inférieurs naturels, qui devaient être tenus en état de dépendance comme les animaux, par l'application de quelques règles simples. En réalité, on savait peu de choses des prolétaires. Il n'était pas nécessaire d'en savoir beaucoup. Aussi longtemps qu'ils continueraient à travailler et à engendrer, leurs autres activités seraient sans importance. Laissés à eux-mêmes comme le bétail lâché dans les plaines de l'Argentine, ils étaient revenus à un style de vie qui leur paraissait naturel, selon une sorte de canon ancestral. Ils naissaient, ils poussaient dans la rue, ils allaient au travail à partir de 12 ans. Ils traversaient une brève période de beauté florissante et de désir. Ils se mariaient à 20 ans, étaient en pleine maturité à 30 et mouraient pour la plupart à 60 ans. Le travail physique épuisant, le souci de la maison et des enfants, les querelles mesquines entre voisins, les films, le football, la bière et surtout le jeu, formaient tout leur horizon et comblaient leurs esprits. Les garder sous contrôle n'était pas difficile. Quelques agents de la police de la pensée circulaient constamment parmi eux, répandaient de fausses rumeurs, notaient et éliminaient les quelques individus qui étaient susceptibles de devenir dangereux. On n'essayait pourtant pas de les endoctriner avec l'idéologie du parti. Il n'était pas désirable que les prolétaires puissent avoir des sentiments politiques profonds. Tout ce qu'on leur demandait, c'était un patriotisme primitif, auquel on pouvait faire appel chaque fois qu'il était nécessaire de leur faire accepter plus d'heures de travail ou des rations plus réduites. Ainsi, même quand ils se fâchaient, comme ils le faisaient parfois, leur mécontentement ne menait nulle part, car ils n'étaient pas soutenus par des idées générales. Les capitalistes possédaient tout, et tous les autres hommes étaient leurs esclaves. Ils possédaient toute la terre, toutes les maisons, toutes les usines, tout l'argent. Ils pouvaient, si quelqu'un leur désobéissait, le jeter en prison, ou lui enlever son gagne-pain et le faire mourir de faim. Quand une personne ordinaire parlait à un capitaliste, elle devait prendre une attitude servile, saluer, enlever sa casquette et donner du « Monseigneur »
Le chef de tous les capitalistes s'appelait le roi. Comment, dans ce récit, faire la part du mensonge? Ce pouvait être vrai, que le niveau humain fut plus élevé après qu'avant la Révolution. La seule preuve du contraire était la protestation silencieuse que l'on sentait dans la moelle de ses os. C'était le sentiment instinctif que les conditions dans lesquelles on vivait étaient intolérables, et qu'à une époque quelconque, elles devaient avoir été différentes. Des jours, des semaines, des mois. À une certaine époque, faire payer un intérêt quelconque sur un emprunt était qualifié d'usure et était passible de sanctions très sévères, allant jusqu'à la peine de mort. Chaque grande religion interdisait l'usure. La plupart des arguments avancés contre l'usure étaient d'ordre moral. La seule finalité légitime de l'argent était de faciliter les échanges de biens et de services réels. Toute tentative de gagner de l'argent avec de l'argent était considérée comme un mal, ou même comme un vol. Mais comme les besoins de crédits commerciaux augmentaient, les arguments moraux ont fini par céder. On en est venu à dire que prêter de l'argent constituait un risque pour le prêteur, et qu'il était donc justifié de faire des profits sur un prêt. Covid 1984. L'idée lui vint que la vraie caractéristique de la vie moderne était non pas sa cruauté, son insécurité, mais simplement son aspect nu, terne, soumis. La vie, quand on regardait autour de soi, n'offrait aucune ressemblance non seulement avec les mensonges qui s'écoulaient des télécrans, mais même avec l'idéal que le parti essayait de réaliser. D'importantes tranches de vie, même pour un membre du parti, étaient neutres et en dehors de la politique. Peiner à des travaux ennuyeux, se battre pour une place dans le métro, repriser des chaussettes usées, mendier une tablette de saccharine, mettre de côté un bout de cigarette. L'idéal fixé par le parti était quelque chose d'énorme, de terrible, de rayonnant, un monde d'acier et de béton, de machines monstrueuses et d'armes terrifiantes, une nation de guerriers et de fanatiques qui marchaient avec un ensemble parfait, pensaient les mêmes pensées, clamaient les mêmes slogans, qui perpétuellement travaillaient, luttaient, triomphaient et persécutaient. C'était 300 millions d'êtres au visage semblable. La voix du télécran qui criait dans son oreille l'empêcha de suivre plus loin le fil de sa pensée. Attention s'il vous plaît, les nouvelles tombent à l'instant. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les entreprises sont purement et simplement paralysées dans leur processus décisionnel par cette masse d'informations et de communication qui nous étouffe. La surcharge informationnelle génère une incommunication. Pourquoi? Parce qu'on observe effectivement que l'information est anxiogène. L'information est responsable d'une baisse de la qualité des relations de travail en entreprise. Et donc effectivement, les personnes souffrent par rapport à cette surcharge informationnelle. Tout au long du jour et de la nuit, les télécrans vous cassaient les oreilles avec des statistiques qui prouvaient que les gens aujourd'hui avaient plus de nourriture, plus de vêtements, qu'ils avaient des maisons plus confortables, des distractions plus agréables, qu'ils vivaient plus longtemps, travaillaient moins d'heures, étaient plus gros, en meilleure santé, plus forts, plus heureux, plus intelligents, mieux élevés que les gens d'il y avait 50 ans. Pas un mot de ces statistiques ne pouvait jamais être prouvé ou réfuté. Le parti prétendait, par exemple, qu'aujourd'hui 40% des prolétaires adultes savaient lire et écrire. Avant la Révolution, disait-on, leur nombre était seulement de 15%. Le parti clamait que le taux de mortalité infantile était maintenant de 160 pour 1000 seulement, tandis qu'avant la Révolution, il était de 300 pour 1000. Et ainsi de tout. C'était comme si on avait une seule équation à deux inconnus. Il se pouvait fort bien que littéralement tous les mots des livres d'histoire, même ceux que l'on acceptait sans discussion, soient purement fantaisistes. Pour ce qu'on en savait, il se pouvait qu'il n'y eût jamais eu de loi telle que le droit de cuissage, ou de créature telle que le capitaliste, ou de chapeau tel que le haut de forme. Tout se perdait dans le brouillard. Le passé était raturé, la rature oubliée, et le mensonge devenait vérité. Les livres d'histoire comptent que la vie avant la Révolution était absolument différente de ce qu'elle est maintenant. Il y avait une oppression, une injustice, une pauvreté terrible, pire que tout ce que nous pouvons imaginer. À la même époque,
Il y avait un tout petit nombre de gens, seulement quelques milliers, les capitalistes, disait-on, qui étaient riches et puissants. Je voudrais avoir votre opinion là-dessus. L'enregistrement sonore. En dépit des images qu'on nous montre, l'argent créé par le gouvernement représente en général moins de 5% de l'argent en circulation. Aujourd'hui, plus de 95% de l'argent a été créé par quelqu'un qui a signé une reconnaissance de dette à une banque. Ces crédits bancaires apparaissent et disparaissent en quantité phénoménale tous les jours, au fur et à mesure que des prêts sont accordés ou remboursés. Les banques ne peuvent utiliser ce genre de système qu'avec la coopération des gouvernements. Premièrement, les gouvernements passent des lois qui imposent l'utilisation de la devise nationale. Deuxièmement, les gouvernements permettent que les crédits créés par les banques privées soient payables dans leur devise nationale. Troisièmement, les cours de justice gouvernementales font respecter les obligations de paiement des dettes. Et enfin, les gouvernements adoptent des règlements qui assurent le fonctionnement et la crédibilité du système monétaire sans rien faire pour informer le public de l'origine véritable de l'argent. Dans le monde réel, un prêt implique que le prêteur a quelque chose à prêter. Si vous avez besoin d'un marteau, ma promesse de vous prêter un marteau que je n'ai pas ne vous servira strictement à rien. Mais dans le monde artificiel de l'argent, la simple promesse faite par une banque de vous prêter de l'argent est considérée comme de l'argent véritable. Ici encore, la vérité est simple. Sans le document signé par l'emprunteur, le banquier n'a rien du tout à prêter. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment tout le monde, les gouvernements, les entreprises, les familles, peut être endetté en même temps et pour des sommes aussi colossales? Est-ce que vous vous êtes demandé comment il peut y avoir autant d'argent à emprunter? Maintenant, vous le savez. Il n'y en a pas. Les banques ne prêtent pas l'argent, elles le créent, et c'est de l'argent dette. Comme la dette est potentiellement illimitée, la quantité d'argent créée est illimitée, elle aussi. Mais l'inverse est vrai également. Et maintenant, vous pouvez vous rappeler comment était la vie avant la Révolution? L'enregistrement sonore. Ce devait être en 1973. En tout cas, c'était à peu près à l'époque où Catherine et lui s'étaient séparés. Mais la date à considérer était antérieure de 7 ou 8 années. L'histoire commença en vérité vers 1965, à l'époque des grandes épurations par lesquelles les premiers meneurs de la Révolution furent balayés pour toujours. Vers 1970, il n'en restait aucun, sauf Big Brother lui-même. Tous les autres, à ce moment, avaient été démasqués comme traîtres et contre-révolutionnaires. Goldstein s'était enfui et se cachait, nul ne savait où. Pour ce qui était des autres, quelques-uns avaient simplement disparu, mais la plupart avaient été exécutés après de spectaculaires procès publics au cours desquels ils confessaient leurs crimes. Parmi les derniers survivants, il y avait 3 hommes, nommés Jones, Aronson et Rutherford. Ce devait être en 1965 que ces 3-là avaient été arrêtés. Comme il arrivait souvent, ils avaient disparu pendant plus d'1 an, de sorte qu'on ne savait pas s'ils étaient vivants ou morts. Puis, soudain, on les avait ramenés à la lumière afin qu'ils s'accusent comme à l'ordinaire. Ils s'étaient accusés d'intelligence avec l'ennemi. À cette date aussi, l'ennemi c'était l'Eurasia. De détournement des fonds publics, du meurtre de divers membres fidèles au parti, d'intrigues contre la direction de Big Brother, qui avait commencé longtemps avant la Révolution, d'actes de sabotage qui avaient causé la mort de centaines de milliers de personnes. Après ces confessions, ils avaient été pardonnés, réintégrés dans le parti et nommés à des postes honorifiques qui étaient en fait des sinécures. Tous 3 avaient écrit de longs et abjects articles dans le Times pour analyser les raisons de leur défection et promettre de s'amender. Quelque temps après leur libération, Winston les avait vus tous 3 au café du Châtaignier. Il se rappelait cette sorte de fascination terrifiée
qui l'avait incité à les regarder du coin de l'œil. C'étaient des hommes beaucoup plus âgés que lui, des reliques de l'ancien monde, les dernières grandes figures peut-être des premiers jours héroïques du parti. 2 Minute de la haine. Le programme, les 2 minutes de haine. S'opposer à tout, c'est une stratégie perdante, parce que tout arrive. Bien. Voyons qui est droit, frères et sœurs. En 1965, Ernesto Guevara se sépare de son compagnon d'armes Fidel Castro. Le Che quitte Cuba. C'est le moment où il lance son célèbre slogan « Créer 2, 3 de nombreux Vietnam, voilà le mot d'ordre ». Et l'instrument de cette nouvelle politique, c'est une mystérieuse organisation, la Tricontinentale, une organisation qui regroupe les leaders de ces mouvements de libération, et parmi eux, Ben Barka, qui trouvera la mort en France dans les circonstances étranges que l'on connaît. Le Che se trouve à Alger, à l'occasion d'une conférence des pays du tiers-monde. Le 24 février 1965, deuxième séminaire afro-asiatique, je cite Guevara. Les soviétiques, marchant de leur soutien aux révolutions populaires au profit d'une politique étrangère égoïste, éloignée des grands objectifs internationaux de la classe ouvrière. Il ne peut exister de socialisme si, dans les consciences, ne se perd pas un changement qui suscite une nouvelle attitude fraternelle. Et plus loin, le Che dit encore « Comment peut-on parler de bénéfices mutuels quand on vend au prix du marché mondial les matières premières produites par la sueur et la souffrance sans limite des pays pauvres et qu'on achète au prix du marché mondial les machines fabriquées par les grandes usines automatisées modernes. Si un tel type de relation s'instaure entre les différents groupes de nations, il faut en conclure que les pays socialistes sont, d'une certaine manière, les complices de l'exploitation impérialiste. » C'était 2 Minute de la haine. Il était 3 heures de l'après-midi, heure où il n'y a personne. Winston ne pouvait maintenant se souvenir comment il avait pu se trouver au café à cette heure-là. L'endroit était presque vide. Une musique douce coulait lentement des télécrans. Les 3 hommes étaient assis dans leur coin, presque sans bouger et sans parler. Le garçon, sans attendre la commande, apporta des verres de gin frais. Il y avait à côté d'eux, sur la table, un jeu d'échecs dont les pièces étaient en place. Mais aucun jeu n'avait commencé. Il arriva alors un accident au télécran, pendant peut-être une demi-minute. L'air qui se jouait changea, et le ton de la musique aussi. Il y eut alors, mais c'était un son difficile à décrire. C'était une note spéciale, syncopée, dans laquelle entrait du braiement et du rire. Winston l'appela en lui-même une note jaune. Une voix ensuite chanta dans le télécran. Sous le châtaignier qui s'étale, je vous ai vendu, vous m'avez vendu. Il repose là-bas, nous sommes étendus, sous le châtaignier qui s'étale. Los pueblos que luchan por su emancipación tienen lógicamente que adecuar a su propia realidad las tácticas, ¿no?, y la estrategia que ha de conducirnos a las transformaciones. Chile, por sus características, por su historia, es un país en donde la institucionalidad burguesa ha funcionado a plenitud y en donde dentro de esta legalidad burguesa el pueblo sacrificadamente ha ido avanzando. Martillo y transistor harán revolución. Nuestra carne conectada al metal es la máxima ofrenda. Control de producción y de la información. Armas de la clase obrera que lucha contra toda opresión. Unidad Popular Electrónica, Unidad Popular Electrónica, juntos mostraremos al mundo entero esta luz de progreso. Les 3 hommes n'avaient pas bougé.
Mais quand Winston regarda le visage ravagé de Rutherford, il vit que ses yeux étaient pleins de larmes. Et il remarqua pour la première fois, avec comme un frisson intérieur, mais sans savoir pourtant pourquoi il frissonnait, qu'Aronson et Rutherford avaient tous deux le nez cassé. Un peu plus tard, tous trois furent arrêtés. Il apparut qu'ils s'étaient engagés dans de nouvelles conspirations dès l'instant de leur libération. À leur second procès, ils confessèrent encore leurs anciens crimes, ainsi que toute une suite de nouveaux. Ils furent exécutés, et leur vie fut consignée dans les annales du parti pour servir d'avertissement à la postérité. Environ 5 ans après, en 1973, Winston déroulait une liasse de documents qui venait de tomber du tube pneumatique sur son bureau, quand il tomba sur un fragment de papier qui avait probablement été glissé parmi les autres puis oublié. Il ne l'avait pas étalé que, déjà, il avait vu ce qu'il signifiait. C'était une demi-page déchirée d'un numéro du Times d'il y avait 10 ans. Comme c'était la moitié supérieure de la page, elle portait la date. Cette page présentait une photo des délégués à une réunion du parti qui se tenait à New York. Au milieu du groupe, on pouvait remarquer Jones, Aronson et Rutherford. On ne pouvait se tromper. D'ailleurs, leur nom figurait dans la légende, au-dessous de la photo. Le fait était qu'aux 2 procès, les 3 hommes avaient confessé qu'à cette date, ils se trouvaient sur le sol eurasien. Ils avaient pris l'avion à un aérodrome secret du Canada pour aller à un rendez-vous quelque part en Sibérie. Là, ils avaient conféré avec des membres de l'état-major eurasien à qui ils avaient confié d'importants secrets militaires. La date s'était fixée dans la mémoire de Winston parce qu'il se trouvait que, par hasard, c'était le jour de la Saint-Jean. Mais l'histoire complète devait se retrouver sur d'innombrables autres documents. Il n'y avait qu'une seule conclusion possible. Les confessions étaient des mensonges. Naturellement, cette conclusion n'était pas en elle-même une découverte. Même à cette époque, Winston n'imaginait pas que les gens qui étaient anéantis au cours des épurations avaient réellement commis les crimes dont on les accusait. Mais ceci était une preuve concrète. C'était le fossile qui, découvert dans une couche de terrain où on ne croyait pas le trouver, détruit une théorie géologique. Ce document, s'il avait pu être publié et expliqué, aurait suffi pour faire sauter le parti et le réduire en poussière. Welcome to the game of sound. Press enter to open a new sample. Click here to start game. 1 player. Start game. Interaction mode. Mix. Michael sing. Oh, you're a dominating love, and it's not here. It disappeared. I'm all lost in the supermarket.
Félix Guattari en 89. L'individuation reste toujours, selon moi, quelque chose qui tend à réduire la complexité de la subjectivité. Vous avez un auteur qui vient d'être traduit là au Presse universitaire, Daniel Stern, qui montre combien la subjectivité est faite de niveaux parallèles et de niveaux hétérogènes les uns par rapport aux autres. L'individu, la saisie de l'individu comme tel, dans son unicité, dans son caractère de responsabilité, etc., est toujours quelque chose de réducteur. Il me semble que, par contre, la singularisation, elle peut s'opérer à travers cette mouvance, cette multivalence de la subjectivité. La question qu'on peut se poser, c'est comment justement faire qu'à travers ces différentes stratifications du réel, économique, social, culturel, comment est-ce qu'on peut trouver des moyens de reprise, des moyens de créer la subjectivité comme agencement collectif ou comme subjectivité individuée sur un mode qui ne soit pas celui, disons, du sérialisme, pour reprendre une vieille expression de Jean-Paul Sartre. Et avec le postmodernisme, on a vu même le spectre d'une perspective qui consistait à purement et simplement refuser l'idée même de pratique, l'idée de pratique de soi, l'idée de pratique esthétique, l'idée de pratique sociale, et qu'il n'y avait qu'à s'en remettre purement et simplement à l'état des choses, au marché par exemple, comme le marché de l'art. Il est peut-être déjà trop tard, remarquez. Il est possible que la biosphère ait été atteinte par le type de société industrielle qu'on a développé. En tout cas, on va se trouver dans quelques décennies avec une accélération de l'histoire assez incroyable. Alors, sur les deux plans, sur les plans du risque, y compris de risque de catastrophe, de pollution. Quand on pense ce que c'est de Tchernobyl, comme toute petite chose accidentelle, et le nombre de Tchernobyl qui sont là potentiellement à notre porte, mais en même temps aussi ce développement prodigieux de l'intelligence collective avec le développement de l'assistance par ordinateur, des banques de données, etc. Moi, je ne vois pas beaucoup la cohésion, à part une cohésion fictive sur le portrait du leader, l'image mass médiatique de la vedette, du star system. Il n'y a jamais eu autant de déchirement dans l'ordre du rapport à l'autre dans sa différence, de montée du racisme, qu'on oublie toujours très rapidement. On dit, ah oui, mais Le Pen, c'est rien, ça va passer, ça n'existe pas, on ne peut pas le savoir. Bon. Or, cette montée du racisme, elle existe aussi à l'échelle planétaire, c'est-à-dire ce sont des centaines de millions de personnes qui crèvent littéralement de faim, de désespoir. Les artistes sont des mutants. On est mutants dans des conditions très difficiles pour muter, dans des conditions de contrôle par les images dominantes, par les médias, par le système des galeries par exemple, dans le domaine de la musique, c'est pas les conservatoires, mais c'est les champs de consommation musicaux. Alors, ceci dit, ce sont des gens qui ont le courage de jouer leur existence sur un processus de singularité. Et c'est en cela
il nous offre un paradigme qui est intéressant. Il y a toujours cette idée que, au fond, à l'horizon absolument utopique de l'histoire, il y aurait la possibilité de construire son existence comme un artiste conduit son œuvre. Beaucoup de gens s'imaginent que si toutes les dettes étaient payées, la situation économique irait beaucoup mieux. C'est sûrement vrai au niveau individuel. Quand on a remboursé ses prêts, on a davantage d'argent à dépenser. Mais il est faux de croire que s'il n'y avait plus de dettes, il y aurait davantage d'argent à dépenser. En fait, c'est tout le contraire. Sans dette, il n'y aurait pas d'argent du tout. Je rêvais de notre monde. Alors quoi faire ? Pour commencer, le temps est venu pour les gens de se poser 4 questions simples et de les poser à leur gouvernement. Partout dans le monde, les gouvernements empruntent de l'argent avec intérêt aux banques privées. La dette gouvernementale est une composante majeure de la dette globale. Et une énorme partie de nos taxes va au paiement de cette dette. Oui, je rêvais de notre monde. Maintenant, nous savons que les banques créent l'argent qu'elles prêtent et que les gouvernements les autorisent à le faire. Nous savons aussi que les gouvernements créent les devises par décret et qu'ils ont au moins le même droit que les banques de créer leur propre argent. Alors, première question. Pourquoi est-ce que les gouvernements choisissent d'emprunter de l'argent aux banques privées avec intérêt quand ils pourraient créer tout l'argent qu'il leur faut sans intérêt? Deuxième question. Pourquoi créer de l'argent à partir du processus de dette? Pourquoi pas créer de l'argent qui circule en permanence et qui ne doit pas sans cesse être réemprunté pour exister? Troisième question. Comment un système monétaire fondé sur l'accélération perpétuelle de la croissance peut-il servir à construire une économie durable? N'est-il pas évident qu'une croissance en accélération perpétuelle est incompatible avec la durabilité? Et finalement, pourquoi notre système actuel dépend-il entièrement d'une croissance perpétuelle? Que faut-il changer pour créer une économie durable? Oui, je rêvais de notre monde. Sachant que l'argent n'est qu'une idée et qu'en réalité, l'argent est uniquement ce qu'on fait de lui, voici une option simple à considérer. Le modèle suivant est basé sur des systèmes qui ont fait leurs preuves en Angleterre et en Amérique, mais qui ont été déstabilisés et détruits par les banquiers et leurs réserves fractionnelles. Pour créer une économie basée sur de l'argent permanent et libre d'intérêt, il suffirait que le gouvernement crée de l'argent et le dépense dans l'économie, de préférence dans des infrastructures durables comme les routes, les chemins de fer, les ponts, les ports et les marchés publics. Notre monde. Cet argent ne serait pas de l'argent dette, ce serait de l'argent valeur, qui aurait la valeur des infrastructures financées. Si ce nouvel argent facilitait une croissance proportionnelle du commerce, il ne causerait pas d'inflation du tout. Notre monde. Sans la concurrence des dettes privées, les gouvernements auraient le contrôle des réserves d'argent de la nation. Le public serait donc qui blâmer si les choses allaient mal. Les gouvernements prendraient le pouvoir ou perdraient le pouvoir en fonction de leur capacité à maintenir la valeur de l'argent. Les gouvernements fonctionneraient surtout grâce aux taxes, comme maintenant. Mais ces taxes auraient beaucoup plus de pouvoir financier, puisqu'il n'y aurait plus d'intérêt à payer. Il n'y aurait plus de dette nationale si le gouvernement crée uniquement l'argent dont il a besoin. Et la terre est bien ronde. Marx et Engels, en 1848, avaient décrit la prolétarisation. Ils avaient dit être prolétarisé, c'est perdre son savoir et se mettre à travailler pour un système qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas changer. Et il disait, à la fin de cette description de ce qu'est la prolétarisation, ça touche pour le moment les ouvriers, demain ça touchera les cadres, et à la fin ça touchera absolument tout le monde. Ben, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est très 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 dangereux, parce qu'aujourd'hui, on est piloté par les algorithmes, y compris ceux qui veulent créer des algorithmes pour piloter des choses, se retrouvent eux-mêmes pilotés par les algorithmes, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent plus rien.
Et ça ne va pas s'arranger parce que c'est la vitesse. Voilà, nous approchons d'un moment où la bifurcation chaotique sera absolument incontrôlable. Le modèle spéculatif qui avait craqué en 2008 a été reconfiguré en profondeur. Et en exploitant de plus en plus ce qu'on appelle les mathématiques financières, utilisant les algorithmes, pour produire une nouvelle spéculativité moins visible, plus complexe. On a de plus en plus de mal à anticiper ce qui va se passer. On a l'impression qu'on est dans ce que les punks, depuis 1977 à Liverpool, appellent no future. Ce que je crois, c'est qu'il y a une désarticulation entre ce nouveau système technique qui repose sur des technologies qui vont 4 millions de fois plus que nous, qui font ce qu'on appelle du calcul intensif, qui sont capables de traiter des milliards de données simultanément. Ce genre de choses signifie que vous êtes tous sous le contrôle du grand frère. Mais le grand frère, c'est pas la machine, c'est l'homme qui s'en sert, n'est-ce pas? Comprenons-nous bien, moi je ne suis pas contre l'accélération. Ce que je crois, c'est qu'il faut être très lucide là-dessus, il ne faut surtout pas rejeter ces choses-là, mais il faut les repenser. Il faut sortir de ce modèle, il faut reconstituer des circuits courts, ce qui ne veut pas dire faire de l'autarcie et revenir en arrière. Non, ça veut dire utiliser les réseaux intelligemment pour construire une économie mondiale qui soit solvable, durable et qui fait augmenter la négantropie, c'est-à-dire le bonheur de vivre. Parce que vous savez, la négantropie, quand par exemple vous allez dehors au printemps, qu'il fait beau, il y a du soleil, des papillons, des fleurs, c'est génial, il y a plein de couleurs. C'est ça la négantropie. Et ça vous rend heureux. The game of sound. Game over. Ready to new game of sound. Covid. 1984. Appendice. Les principes du novlangue. Les mots novlangue étaient divisés en 3 classes distinctes. Plus, on disait en novlangue double pensée. Double plus. La vie de tous les jours. Appendice. La plus grande difficulté à laquelle eurent à faire face les compilateurs du dictionnaire novlangue ne fut pas d'inventer des mots nouveaux, mais les ayant inventés, de bien s'assurer de leur sens, c'est-à-dire de chercher quelle série de mots ils supprimaient par leur existence. Comme nous l'avons vu pour le mot libre, des mots qui avaient un sens hérétique étaient parfois conservés pour la commodité qu'ils présentaient, mais ils étaient épurés de toute signification indésirable. D'innombrables mots comme honneur, justice, moralité, internationalisme, démocratie, science, religion, avaient simplement cessé d'exister. Quelques mots couverture les englobaient, et en les englobant, les supprimaient. Ainsi, tous les mots groupés autour des concepts de liberté et d'égalité étaient contenus dans le seul mot « pensée-crime », tandis que tous les mots groupés autour des concepts d'objectivité et de rationalisme étaient contenus dans le seul mot « ensi-penser ». Une plus grande précision était dangereuse. En quelque sorte, de la même façon, les membres du parti savaient ce qui constituait une bonne conduite, et en des termes excessivement vagues et généraux, ils savaient quelle sorte d'écart était possible. Leur vie sexuelle, par exemple, était minutieusement réglée par les 2 mots novlangues crime-sexe, immoralité sexuelle, et bien-sexe, chasteté. Crime-sexe concernait les écarts sexuels de toutes sortes. Ce mot englobait la fornication, l'adultère, l'homosexualité et autres perversions, et de plus la sexualité normale pratiquée pour elle-même. Il n'était pas nécessaire de les énumérer séparément, puisqu'ils étaient tous également coupables. Dans le vocabulaire C, qui comprenait les mots techniques et scientifiques, il aurait pu être nécessaire de donner des noms spéciaux à certaines aberrations sexuelles, mais le citoyen ordinaire n'en avait pas besoin. Il savait ce que signifiait bien-sexe, c'est-à-dire les rapports normaux entre l'homme et la femme, dans le seul but d'avoir des enfants, et sans plaisir physique de la part de la femme. Tout autre rapport était crime-sexe. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire de novlangue? Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Le dictionnaire Smith, quelle belle chose que la destruction des mots. Le dictionnaire. La contagion. La contagion, c'est un mot latin passé tel quel en français
Contagio, en latin, désigne le contact, la contagion, l'infection. Et il faut partir, pour sa racine, du verbe tangere, qui signifie toucher. Les anciens avaient donc bien compris que certaines maladies peuvent se transmettre par les contacts physiques. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut aujourd'hui respecter scrupuleusement les gestes barrières et ne pas avoir de contact pour éviter la contagion. Et contact et contagion sont précisément deux des sens du latin contagio. Le dictionnaire. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2020. Les actualités. Parle du langage sexiste au... Depuis des années, nous devons donc... Les actualités, magnifique. 27 mars. Qu'est-ce qu'on peut faire de facile pour éviter un tout petit peu, ne serait-ce un tout petit peu, ce contrôle? Limiter, on peut essayer déjà... pour le navigateur internet, de prendre surtout Firefox. Firefox va être beaucoup plus respectueux de notre vie privée, il va prendre beaucoup moins de cookies et de traceurs. Donc Firefox, ça peut être une bonne idée. D'accord. Et il faut aussi installer un petit logiciel, c'est hyper rapide, ça s'appelle uBlock, donc U-block, B-L-O-C-K, Origin. Et c'est un des meilleurs bloqueurs de pubs et de traceurs qui existent. Obligatoirement, vous allez croiser des gens et en prenant toutes les précautions possibles, vous avez quand même un risque de l'attraper et donc... national, un mot particulier pour les enseignants qui, dans des circonstances et dans des situations souvent dégradées, font un travail remarquable d'imagination, d'inventivité, de mobilisation pour essayer de garantir cette continuité pédagogique dont nos enfants ont besoin pour faire en sorte que cette période de confinement ne soit pas une période qui serait perdue. Et vraiment, nous pouvons tous constater les trésors d'invention pour dépasser les problèmes techniques qui peuvent évidemment arriver. Ensuite, on peut penser à d'autres façons d'aller sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on pense évidemment à Facebook, Twitter. Il faut voir que c'est des entreprises qui sont financées à 99% par la surveillance publicitaire. Mais il y a d'autres réseaux sociaux qui existent, qui sont pas surveillés, moins surveillés, on va dire. Notamment Diaspora ou Mastodon. C'est des réseaux sociaux qui sont décentralisés. C'est-à-dire que c'est pas hébergé par une seule entreprise privée, mais ça va être hébergé par plein de petits collectifs ou d'associations. Nous avons fait revenir sur le territoire national beaucoup de nos concitoyens. Il en reste encore quelques-uns qui sont bloqués à l'étranger. Là encore, c'est un travail de fourmi, mais c'est un travail exceptionnel qui est réalisé et je voudrais les en remercier très sincèrement. Moi, ça me fait rêver. Titre personnel, Ophélie Meunier, dire que ces remerciements vont aussi aux fonctionnaires. Pour le moral de votre... À tous ceux qui travaillent dans les municipalités, notamment. Quand même, alors que tout le monde... Dans les régions, c'est le cas aussi. Trop contact. Première ligne, comme toujours, et qui se mobilisent pour faire du mieux qu'il leur est possible. Et si jamais vis-à-vis de leurs concitoyens dans cette période de crise. Bref, l'ensemble des fonctions publiques et le pays doit leur dire sa reconnaissance. J'espère que la direction va réagir. Et puis je crois que sur les téléphones aussi simplement quand il y a des choses un petit peu sensibles, c'est peut-être de les éloigner parce qu'on le fait pas beaucoup attention parce que c'est dans nos poches et bon ma foi c'est là, mais même quand ils sont éteints, ils sont toujours actifs. Il y a toujours un risque effectivement derrière qu'il y ait des technologies de surveillance. Il y a un truc qui peut paraître aussi facile, mais tous ces trucs d'enceintes connectées, il faut éviter au maximum d'acheter ce truc-là. C'est un truc développé par Google, etc., qui sont des outils de surveillance qui vous écoutent en permanence. Et ça, les gens s'en rendent peut-être pas compte. Il y a peut-être une attractivité un peu, on se dit, ça carrément, t'as un micro chez toi, quoi. Ça s'appelle Google Home, en gros. Tu parles à une espèce d'intelligence artificielle et tu lui dis quelle est la météo aujourd'hui. Et ça peut paraître cool. Il y avait Alexia aussi. Voilà, exactement. Mais je vous en prie. Du pays, sans eux, le pays s'arrêterait complètement. Consacré au on serait encore plus difficile, encore plus grave. Coronavirus, c'est à ceux que j'oublie peut-être dans cette longue liste. MC. Et je veux leur dire que la reconnaissance de la nation leur est acquise. Si vous avez en cette matinée trop malade. 7 mars, la situation sanitaire est une situation difficile. Le bilan des 24 dernières heures est un bilan qui est lourd. Et il faut dire les choses. Si les signes s'aggravent. Une crise qui va durer. Il va falloir tenir. Plus d'informations. C'est à la ville. Si je reviens à la campagne Technopolis, c'est de dire on va faciliter le déplacement et fluidifier le déplacement. Et comme si la ville devait juste être un espace d'aller le plus rapidement possible de votre maison à votre entreprise, alors qu'en fait, non, la ville, ça doit rester un espace de déambulation.
Et ça, dans cette idée de surveillance algorithmique, on perd totalement cet espace de déambulation, de rencontre, de créativité par le hasard. De hasard, retrouver, évidemment. Mais qu'est-ce qui va advenir de tous ces gens qui, et c'est quand même la grande majorité, gagnent le SMIC ou moins? On peut pas se payer tout ça, donc restera l'outil de surveillance. Nous vous les proposons pour soutenir les filières agricoles de notre pays. Beaucoup de précision et beaucoup de courage. Toutes les techniques... Augmenter leur capacité d'accueil. Devient votre prof d'anglais particulier. J'aurai l'occasion d'y revenir. Comment seront-elles payées ? De renseignements, il y a notre site, laquadrature.net. Déjà, vous trouverez un peu toutes nos actus là-dessus. Et puis, avec d'autres associations, notamment la Ligue des droits de l'homme, mais plein d'autres assos derrière, Attaque, etc. Il y a cette campagne Technopolis sur un site, technopolis.fr, où vous retrouvez un peu toutes les infos de la surveillance algorithmique de la ville, le manifeste, des outils de com. Citoyens. Mais pour aujourd'hui, c'est le début et la poursuite d'un combat difficile face à cette vague épidémique. Dites-nous également si vous... Et pour conclure, une nouvelle fois, dire toute la confiance, toute la reconnaissance et toutes les pensées qui entourent l'ensemble du personnel en France aujourd'hui. Voilà. Avec certaines focales, Édouard Philippe qui Tenez avec eux, quoi. Et, qui finissent compris, mais si vous voulez... grande partie du gouvernement. Coupé. C'était Covid 1984. Mutabilité du passé. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. J'ai eu un rêve que les médias, ça parlerait un petit peu des gens. Covid 1984. On sait tout de vous. Big Data is watching nous. Prochain épisode du feuilleton. Nous y reviendrons la prochaine fois. Covid 1984, réalisé par le ministère de l'amour. De l'amour. Au revoir, frère. Since 1984.